5 questions à Christian Benlakdar, spécialiste des conduites addictives. Un individu sur 5 travaillant en ESAT et vivant en foyer qui fume, et on a environ 8,6% qui vapotent de la nicotine. Quelle est l'étude que vous venez de publier sur ce sujet ? Il me semble que l'étude qu'on a menée dans les Hauts-de-France est la première étude qui a une robustesse scientifique et épidémiologique aussi importante. On a en effet questionné plus de 1000 personnes en situation de handicap intellectuel, 200 vivant au foyer, les autres étant des travailleurs ESAT. Alors, c'est une première en France à ma connaissance. À l'international, il y a quand même beaucoup d'études qui ont été menées, mais qui ont des résultats soit peu robustes, soit discutables. Et ce que notre étude met en évidence, c'est qu'on fume légèrement moins par comparaison à la population générale. Et même qu'on fume beaucoup moins finalement par rapport à la tranche populationnelle peu diplômée de la population générale. Alors plus précisément, on trouve des prévalences de consommation journalière de tabac d'un peu moins de 20%. Donc il y a un individu sur 5 travaillant en ESAT et vivant en foyer qui fume, et on a environ 8,6% qui vapotent de la nicotine et 5% qui le font tous les jours. On a ce qu'on appelle un sex ratio, autrement dit une différence homme-femme aussi marquée qu'en population générale, les hommes fumant et vapotant plus souvent que les femmes. Ce sont plutôt les jeunes qui vapotent plutôt que les personnes plus âgées. Qu'apprend-on de plus sur le sujet ? Aujourd'hui, ce que notre étude montre, c'est que finalement, on a une personne sur 5 qui fume, et je vais aller vite dans les ESAT du nord des Hauts-de-France. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup parce que le tabac est coûteux. Mais comme il est coûteux, eh bien, elle développe des stratégies de contournement des taxes en allant acheter en Belgique. On est encore une fois dans les Hauts-de-France. Les personnes handicapées ont-elles un accès égal aux politiques de prévention par rapport au reste de la population ? Ce que notre étude montre, c'est que les campagnes de prévention grand public, le marketing social comme le Mois sans tabac, elles en ont connaissance, ces personnes fumeuses, mais elles n'y sont pas réceptives. Finalement, les outils développés par le Mois sans tabac ne sont pas en FALC, en facile à lire et à comprendre, et sont donc complètement inaccessibles pour les personnes concernées. Oui, inégal est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, on a des franges populationnelles effectivement qui sont non pas oubliées par Santé publique France par exemple, mais dont les outils devraient être travaillés, repensés, co-construits certainement. Santé publique France commence à faire des livrets de prévention alcool. C'est pas du facile à lire et à comprendre, mais c'est du langage simplifié, ce qui est déjà quand même beaucoup plus accessible pour une frange plus large de la population. Mais effectivement, auprès de populations spécifiques, particulières, je pense que la co-construction, la coélaboration et surtout l'empowerment nourri par le processus d'élaboration des outils de prévention serait beaucoup plus pertinent et plus efficace. Les structures concernées développent, font des efforts sur ces questions, mais je pense qu'il faudrait une visibilité accrue de l'existant et discuter effectivement de l'efficacité. Ont-elles un accès égal aux soins d'arrêt de consommation de tabac ? Je pense qu'en France, avec la prise en charge du sevrage nicotinique à 100%, on est dans un pays où vraiment, avec de la volonté accompagnée d'un tabacologue, on a tous les substituts nicotiniques remboursés, peu importe le nombre de tentatives d'arrêt. Je pense qu'on est plutôt bien accompagné. D'autres conduites addictives ? Plus globalement, et pour aller peut-être un peu plus loin que le tabac, ce qu'on retrouve aussi, c'est évidemment des consommations d'alcool. Et ce qu'on a aussi retrouvé, alors dans des proportions légèrement inférieures à celles de la population générale, c'est des consommations de cannabis. Le cannabis a aussi investi les lieux institutionnalisés comme les ESAT ou les foyers. D'autres pratiques addictives mériteraient d'être investiguées. Je pense aux jeux d'argent et de hasard. Je pense aussi, alors c'est peut-être moins des pratiques addictives que des consommations de biens qu'il faudrait juger sur leur aspect sanitaire, c'est les boissons énergisantes. Effectivement, le message
passer sur ça stimule, ça aide à travailler auprès des populations travailleuses en ESAT avec des boulots parfois pénibles, hein, faut pas se mentir, qui méritent de l'énergie. Bon, voilà, on va retrouver potentiellement une surconsommation de boissons énergisantes dans ces structures.